Mélanie Pauvros, bonjour. Bonjour. La crise sanitaire Covid-19 a montré à ceux qui l'auraient peut-être oublié que les problématiques de santé restent prioritaires dans les politiques publiques. Et on a beaucoup parlé de la revalorisation des carrières des personnels, mais ça, ce n'est pas votre champ d'intervention. Quand on dit secteur santé et médico-social, pour vous, quel est ce champ d'intervention ? Alors, on n'est pas sur la revalorisation des carrières des personnels soignants, comme vous l'avez souligné, parce que ce n'est pas notre métier. En revanche, on peut aider l'hôpital public et le secteur du vieillissement, notamment les EHPAD, qui ont été beaucoup au devant de la crise dans les médias, à retrouver un peu de capacité de financement et d'investissement et à répondre, du coup, eux, mieux à leurs besoins avec cette capacité retrouvée. L'hôpital public a perdu ces 10 dernières années à peu près 2 milliards d'euros de capacité d'investissement par an. Vous êtes sur un secteur qui est extrêmement endetté, qui a 30 milliards de dettes derrière lui, à gérer et à rembourser. Et sur les EHPAD, vous êtes sur un secteur qui a à peu près 15 milliards de dettes. Donc ce sont deux secteurs extrêmement sinistrés et dont on a grandement besoin. Avec de gros besoins, effectivement. Avec de très très gros besoins. Donc on a essayé de répondre à cette problématique. Alors sur le plan financier, la Caisse des dépôts gère à peu près 4,5 milliards de dettes des hôpitaux publics aujourd'hui, donc c'est pas négligeable. Et depuis qu'on est partenaire avec la Poste, on se rend compte qu'à l'échelle du pôle financier public, on gère 10,5 milliards de dettes de l'hôpital public. Ce qui fait quand même un peu plus d'un tiers de la dette du secteur. Et donc on s'est positionné déjà en tant que nouvel acteur et nouvel interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics pour voir comment on pouvait restructurer cette dette, ce tiers de dette qu'on gère en lien avec les pouvoirs publics et essayer de leur redonner un peu de respiration. Et puis offrir avec la Banque Postale une palette de prêts qui permettent à la fois à l'hôpital de financer dans de meilleures conditions ses besoins court terme avec la Banque Postale et long terme avec nous, notamment sur le volet immobilier, qui est un secteur qui a vraiment besoin de nouveaux financements. Alors justement, on va commencer par le dur, par l'immobilier, avec des établissements hospitaliers, les EHPAD aussi, vous le dites, et puis des mètres carrés à construire ou à réhabiliter, des établissements à agrandir. Et là, c'est une action à long cours pour la Banque des Territoires, comme vous le disiez, mais il y a aussi des besoins urgents, des besoins pressants, donc une accélération pour vous ? Alors une accélération, déjà une mobilisation pendant la crise vis-à-vis d'une clientèle qui n'est pas notre clientèle classique. Ça fait partie de nos clients, mais jusqu'à présent, ce n'était pas un secteur exactement prioritaire dans la stratégie de la Banque des Territoires. Et durant la crise, nos directions régionales se sont retrouvées à répondre à des demandes très pressantes à la fois d'une vingtaine de centres hospitaliers, d'une quinzaine d'EHPAD. Et du coup, on a déployé des solutions assez ingénieuses en fait et un peu ad hoc. Je pense notamment en Grand Est où on a monté une SEM avec la région Grand Est, la Banque des Territoires et un autre partenaire bancaire pour financer les tests Covid. Alors ça peut paraître un petit peu nouveau pour la Banque des Territoires, en tout cas ça a été une belle dynamique qui a permis pour le coup de créer en très court terme une solution de réponse concrète à un besoin très pressant lié à la crise Covid. On a également mobilisé une de nos plateformes de services aux associations puisque la Clé Solidaire, qui est une plateforme de services aux associations du secteur, a servi de moyen pour commander et acheminer les masques au personnel dans les centres d'hébergement d'urgence. Et puis on a répondu, comme je vous le disais, à peu près une vingtaine de demandes de financement ou de report d'échéances de centres hospitaliers et une quinzaine d'EHPAD qui étaient en difficulté financière pendant la crise. Donc ça, c'est le court terme. Et donc maintenant sur le... Là, c'est la Banque des Territoires urgentiste. Exactement. Dans la réanimation du secteur. La Banque des Territoires sur le terrain avec le réseau hyper mobilisé auprès de ses clients archi prioritaires durant la crise. Donc il a fallu un peu se réinventer. Et du coup, on en a tiré des leçons en se disant qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour mieux leur répondre sur le moyen et le long terme. Et là, on s'est dirigé vers 2 cœurs de métier de la Banque des Territoires pour les mobiliser vraiment au service de ce secteur sanitaire et médico-social. Le développement des plateformes télémédecine et de services aux personnes et au corps médical, et l'investissement dans l'immobilier des personnes qui ont été particulièrement fragilisées pendant la crise. Alors l'immobilier, justement,
quand on a entendu le président de la République récemment indiquer que la relance passerait par la rénovation thermique des bâtiments. Quand on pense rénovation thermique des bâtiments, pour les EHPAD, c'est aussi la climatisation face à la canicule. Ce sont des besoins très particuliers dans votre secteur. Exactement. Alors là encore, il a fallu penser à comment nous, on pouvait les accompagner sans financer directement les climatiseurs, puisque ce n'est pas notre métier. Quand vous pensez au secteur sanitaire et médico-social, c'est à peu près 12% des émissions et des consommations du secteur tertiaire. Donc c'est vraiment un gros enjeu, notamment pour le secteur hospitalier, la rénovation thermique. Donc avec Marianne Laurent, on a vraiment poussé pour que là encore, les hôpitaux et les acteurs du médico-social soient parmi nos priorités dans le financement de la rénovation thermique. C'est un combat qu'elle a mené de façon assez forte et pour l'instant, c'est en bonne voie. Alors, vous le disiez, c'est aussi des solutions numériques, de l'ingénierie, hein, toute l'aide que vous apportez. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la nécessité d'intervenir aussi auprès des décideurs, de comprendre quels sont les besoins avec les évolutions des pratiques médicales. Oui, tout à fait. Alors, il y a nos discussions avec Paris qui sont en ce moment en cours dans le cadre du plan Ségur et du plan de relance, plus largement porté par le directeur général et par Olivier Sichel, et sur la thématique santé aussi avec eux en articulation avec Michel Yael. En réalité, nous, on est dans les discussions macro aujourd'hui. Demain, c'est le réseau qui va réellement porter ce sujet parce qu'on est sur une politique qui est de plus en plus décentralisée, déconcentrée. Demain, ça va se passer chez eux, avec les agences régionales de santé, les groupements hospitaliers territoriaux, les maisons de santé, comment équiper les territoires en télémédecine et ainsi lutter contre les déserts médicaux. Donc, vraiment, ça va être un travail du réseau avec les collectivités locales et ces acteurs locaux. L'échelle régionale et puis aussi au niveau des villes avec ces groupements hospitaliers de territoire à mettre en réseau, à rendre plus agile. Exactement. Alors, on s'est rendu compte aussi qu'on avait des priorités en commun, notamment sur le volet numérique. Pendant la crise, on a entendu plusieurs médecins dire qu'un des gros problèmes, c'est qu'ils passaient 50% de leur temps à la gestion de tâches administratives au lieu de s'occuper des gens. Et donc, on a compris qu'un des volets sur lesquels on pouvait intervenir, c'était notamment le volet numérique et d'équipement numérique des hôpitaux et des EHPAD, et le volet télémédecine dans les territoires, parce que plusieurs professionnels nous ont dit du secteur hospitalier, si les territoires sont bien équipés, et notamment en télémédecine, ça résoudra déjà beaucoup de problèmes qu'on aura de surcharge d'accueil dans les urgences parce que l'articulation du parcours de soins sera beaucoup plus dense et beaucoup plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc un vrai travail de modernisation, mais aussi d'intelligence collective. Tout à fait. La santé, c'est bien sûr vital, c'est la vie. Et je voudrais qu'on termine cet entretien par une question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous touche, si vous touche personnellement dans ce que vous faites, des émotions aussi que vous avez pu avoir par rapport à ce que vous avez vécu là récemment dans l'urgence? Alors, je crois que je ne suis pas arrivée comme tout le monde, évidemment, à la Banque des Territoires par hasard. On est quand même animé par une mission d'intérêt général qui est assez forte. Alors, je ne crois pas beaucoup à l'égalité des chances, mais je crois beaucoup à l'égalité des possibles. Et quand vous prenez le troisième volet de notre plan de relance, qui est notamment sur l'intervention sur les conditions d'accueil des personnes qui sont malades ou qui sont en difficulté et qui accumulent ces difficultés, je pense qu'on est là sur une lutte contre les inégalités sociales et territoriales la plus dense qu'on puisse rencontrer, là où on peut être le plus utile possible à la Banque des Territoires. Je prends un exemple. Dans les propositions qu'on pousse et qu'on a validées dans le cadre de ce plan de relance, il y a l'amélioration et le développement des conditions d'accueil des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Alors moi, de l'ASE. Alors, dont on a beaucoup parlé aussi pendant la crise, en disant que ces foyers qui étaient déjà pour la plupart inadaptés à l'accueil de ces enfants et à l'intégration de ces enfants étaient particulièrement inadaptés en gestion de crise Covid, un peu comme on l'a vu sur des EHPAD qui étaient fortement abîmés pour les personnes âgées. Et là, je me dis, si on arrive, nous, modestement, à contribuer à l'amélioration de ces conditions d'accueil de ces enfants, on contribuera aussi demain à leur rendre un petit peu plus large ce champ des possibles. Quand j'étais chez Adoma, je me suis rendu compte qu'il y avait 9500 enfants en centre d'hébergement d'urgence. Et je les ai rencontrés sur site et plusieurs fois, je me suis dit, c'est certainement pas un lieu, quelle que soit la bonne volonté des équipes et de la direction d'améliorer les conditions d'accueil, pour que ces enfants-là s'épanouissent, puissent se scolariser correctement, etc. Et je me suis dit là, sur les foyers de l'ASE, on a un peu la même thématique. Et donc, dans le contexte Covid, on s'est dit, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on aille sur ce type de sujet parce qu'on peut vraiment concrètement contribuer.
Et donc là encore, des politiques territoriales, des politiques partenariales avec les départements, avec les grands réseaux associatifs et de beaux chantiers en perspective. Mélanie Pauvros, merci. Merci à vous.